Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Bonjour à tous, bienvenue dans le Domino Podcast. Merci beaucoup de nous suivre. Là, aujourd'hui, on va faire un hors-série. On a la chance d'être dans une galerie d'art avec des artistes. Et aujourd'hui, ça va être une discussion. Cette fois-ci, c'est moi qui vais me prêter au jeu de répondre aux questions. Et tous les artistes qui sont là vont pouvoir me cuisiner, me questionner. Et ensemble, on va essayer de partager un maximum de valeur pour que chacun d'entre nous puisse en connaître plus sur la blockchain et les nouvelles technologies. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà la première question? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ah oui, je couperai peut-être ça au montage ou pas. Parfois, je le laisse... la galerie d'art, en gros, on va faire aussi un tour de chacun va se présenter rapidement et quel est l'art qu'il fait. Et aujourd'hui, on est donc dans une galerie d'art qui est à Paris, rue Saint-Roch, si je me trompe pas. Et c'est le Cercle des artistes qui nous accueille. Donc, on a la chance de pouvoir faire ça en collaboration avec le Cercle des artistes qui œuvre à donner un peu une plateforme à tous les artistes, qu'ils soient émergents ou un peu plus confirmés, si je ne me trompe pas. Donc, c'est top d'avoir cette opportunité. Et du coup, on va essayer de faire un petit tour d'artistes. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Laure Dany et je suis photographe. Top. Bonjour, je m'appelle Margot Morel. Moi, je ne suis pas artiste, mais j'adore l'art et je suis là à chaque exposition du Cercle. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Nice. Bonjour, je suis Mathieu Catravo et je suis photographe aussi. Top. Bonjour, je suis Fir et je suis artiste peintre. Voilà. Bonjour, je m'appelle Samira, je pratique l'art abstrait et je suis venue accompagner mon conjoint, Fir. Voilà. Ce micro est pour nous. C'est bon ? Ouais. Bonjour, je suis Lise, alias Madame Lisette, créatrice de contenu sur la création artistique de manière générale. Donc je ne suis pas artiste, mais tous les sujets liés aux nouvelles technologies, ça m'intéresse parce que c'est aujourd'hui, maintenant. Donc je pense qu'il faut s'emparer de ces sujets. Bonjour, je suis Laetitia, je suis artiste visionnaire et plus principalement auteur pour l'écriture de bouquins en écriture automatique. Et j'accompagne mon mari Fabrice. Alors, je suis le mari de Laetitia. Je suis Fabrice et également photographe. Okay. Excellent, merci de vous être présenté. C'est top d'avoir aussi des profils totalement différents, autant de la photo que de la peinture, ou même juste expliquer cet univers et avoir un pied dedans. Est-ce que vous avez déjà des premières questions? Par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce que vous savez ce que c'est que la blockchain déjà? Est-ce que c'est un mot obscur ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait absolument pas ce que c'est? Ok, d'accord. Alors, pour expliquer de manière très simple, la blockchain, c'est une plateforme sur laquelle on peut transmettre de la valeur de manière digitale. Avant, malheureusement, jusqu'à maintenant, si je t'envoie un email, cet email-là, je vais t'envoyer quelque chose avec un dossier, mais tu vas avoir une copie de ça, et je t'enverrai qu'une copie du dossier. Et je ne t'ai pas transmis donc la valeur en tant que telle. Alors que là maintenant, avec la blockchain, c'est une technologie qui permet, donc une technologie de stockage, qui permet de transférer des choses. Et lorsque je te le transfère, je ne le possède plus. Et la grande particularité de ça, et pourquoi ça fait autant de bruit, c'est le fait que la blockchain est infalsifiable, parce que c'est comme un grand livre ouvert sur lequel toutes les transactions sont enregistrées dedans. Et donc, il y a un mécanisme qui est mis en place, et ce mécanisme est fait pour permettre aux gens d'avoir un comportement, positif. Donc, il ne peut pas y avoir de scam dessus parce que tout se verrait. Et donc, l'ensemble
de la blockchain. Après, il y en a différentes. J'explique souvent les blockchains, c'est comme des véhicules. Donc, il y a des voitures, il y a des camions, il y a des Tesla, il y a différents types de véhicules donc, qui ont des utilités différentes. Et les blockchains, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment juste une technologie qui supporte, une technologie de stockage qui supporte en fait ça. Et dedans, on a forcément donc, les NFT, donc, qui sont assez connus dans le domaine de l'art. Les NFT qui sont en fait des tokens, donc des jetons qui existent dans ces blockchains-là. Et ces jetons ont une identité unique. Donc, ils ne sont pas interchangeables. Donc, le non-fungible token, ça veut juste dire c'est des tokens qui ne sont pas interchangeables. Tout comme ces tableaux. C'est pas parce que les tableaux ils ont la même dimension qu'ils ont la même valeur. Donc, voilà. Un peu de tour d'horizon rapide. Et après, il y a différentes choses. Il y a de la finance décentralisée dans la blockchain. Il y a des smart contracts. Et ça, c'est ce qu'on retrouve énormément dans le domaine des NFT. C'est en fait des contrats à exécution automatique. Donc, à partir du moment où j'exécute le contrat, il va se faire... je vais programmer un contrat en disant si le tableau est vendu, en tout cas si il est transféré d'un wallet, on appelle ça, donc c'est notre portefeuille, s'il est transféré de notre portefeuille à un autre portefeuille, donc il y a une transaction qui va être faite de ce portefeuille à un autre portefeuille en automatique. Et dans le cas des NFT, souvent il y a une notion aussi de royalties. Donc l'artiste en automatique va avoir, lorsque la transaction est faite entre deux personnes, va lui avoir, en fonction de ce qu'il a programmé au préalable, 5 à 10% de la somme de la transaction qui revient à l'artiste. Et c'est pour ça que c'est dans le milieu artistique extrêmement bien, parce que ça permet à ce que lorsque vous avez vendu un de vos arts au tout début de votre carrière et ça valait, on va dire, 100 €, et parce que vous avez fait grossir votre carrière, vous êtes fait connaître et autres, ce tableau qui était l'un de vos premiers tableaux se vend maintenant à 1 million. Et sauf que dedans, vous touchez peanuts. C'est la dernière personne qui l'a acheté et qui l'a vendu à 1 million qui touche le tout. Alors que là, étant donné que c'est marqué sur la blockchain, en automatique, grâce au smart contract, vous allez recevoir en fait des royalties qui sont en lien avec votre travail au final. Des questions? C'est vraiment infalsifiable. Alors, c'est vraiment infalsifiable, oui. Alors, pour que en fait, il y a différents types de blockchain. C'est-à-dire que il y a différentes manières aussi. Donc, on a ce qu'on appelle le proof of stake, le proof of work. Historiquement, la première blockchain qui a été la première application digitale de la blockchain, parce que la blockchain, il y a des applications qui ont existé. En plus, l'une des premières applications qui a existé, c'était dans le New York Times, dans la rubrique petites annonces, où il marquait des codes qui permettaient, en fait, c'était une première forme de blockchain. Maintenant, la première application digitale de la blockchain, ça a été fait donc, en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Ce qui est top, c'est que c'est un mystère. On ne sait pas qui c'est. Et le Bitcoin est en fait une monnaie numérique, en tout cas une monnaie qui a pour vocation d'être interchangée et qui se renforce. Donc l'infalsifiabilité se renforce plus il y a de monde. Parce que pourquoi? Lorsque toutes les 10 minutes, en fait, la blockchain c'est une chaîne de blocs, et donc toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui se forme. Donc il y a toutes les informations qui sont passées dedans. Et dans le système, il y a ce qu'on appelle des mineurs, donc des personnes qui vont mettre à disposition la force de calcul de leur ordinateur pour pouvoir s'assurer que le bloc soit crypté. Et c'est là où toute la force, c'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie, parce que ce sont des monnaies qui sont cryptées. Et donc, ce cryptage-là, lorsque, donc, par un système de calcul que je ne vais pas forcément expliquer, ça n'a pas trop lieu d'être et ce serait complexe à expliquer, mais par ce mode de calcul-là, ça permet à ce qu'il y ait ce bloc puisse être crypté, sécurisé, et il est
inscrit dans la blockchain. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est infalsifiable? C'est qu'il est partagé à l'ensemble des utilisateurs. C'est-à-dire que, imaginons là ici, on est 4, 8, 9, 10, il y en a qui sont derrière la caméra et qu'on ne voit pas. À chaque fois qu'on finit un bloc, on nous renvoie à tous la dernière version de ce bloc-là. Donc si moi je prends cette version que j'ai et je la falsifie, lorsque on va vouloir vérifier que, lorsqu'on va le mettre en commun, en fait mon bloc va être rejeté parce que différent de l'ensemble. Et la seule manière de pouvoir falsifier la blockchain, ce serait d'avoir plus de 51% de la force de calcul. C'est-à-dire que parmi les 9, il y en a 5 qui s'entendent et on falsifie tous ensemble la blockchain. Mais ce qui est intéressant dedans, et c'est là que la philosophie est importante, c'est que à partir du moment où je falsifie la blockchain, je deviens le roi de rien. Parce que toute la base de ça, c'est la confiance. Et en fait, on a créé de la confiance numérique. Et si je falsifie la blockchain, forcément, la confiance se perd, la blockchain perd sa valeur. Ouais, parce que je te pose cette question, parce que j'ai déjà des NFT, mais pour des certificats d'authenticité. Ouais. Et j'ai entendu parler qu'on pouvait screener en tout cas ces certificats. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Alors, le certificat, non. Ouais. Mais ton art, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut en prendre une photo et en faire des copies. Ouais. Maintenant, le fait d'avoir ce certificat sur la blockchain, c'est-à-dire que c'est marqué dans une blockchain qu'à telle date, telle personne a acheté ton tableau. Ok. Et à partir de ce moment-là, c'est... alors avant, on le faisait chez le... Je ne suis pas sûr que c'est le notaire ou les huissiers. Je ne sais pas c'est lequel des deux, mais soit notaire, soit huissier. On allait acter une vente et du coup, on avait un certificat d'authenticité que l'avance est fait. Là, cette fois-ci, aujourd'hui, ce n'est pas encore de manière juridique, ça n'est pas reconnu partout dans le monde. Il n'y a pas encore une homogénéité sur ça. Mais techniquement, à partir du moment où la transaction a été faite, elle est marquée dans la blockchain et comme elle est marquée sur le principe que j'ai dit, elle n'est pas falsifiable. Donc même si quelqu'un prend une photo et dit que c'est lui, lorsque la personne va connecter son wallet à la blockchain, ça ne fonctionnera pas. Donc ça ne sera pas possible de falsifier. Ok, merci. J'ai une question. En tant qu'artiste, on est constamment sollicité sur Internet pour justement vendre nos œuvres en NFT. Et quand on s'y connaît pas, on fait comment? Est-ce qu'on peut faire confiance à n'importe qui? Est-ce qu'il faut s'adresser à des personnes en particulier, aller sur des sites en particulier? Comment on fait? Est-ce qu'on peut faire confiance à des agents? Est-ce qu'il faut le faire soi-même? Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, moi, j'ai une vision très particulière par rapport au NFT. Moi, je suis quelqu'un, lorsque j'accompagne mes clients et que je fais des stratégies, moi, j'aime énormément l'expérience. Donc, c'est pousser le tout. Aujourd'hui, avec les NFT, on a cette capacité de créer une expérience et d'amener encore plus les gens dans notre univers. Donc, effectivement, tu peux le faire avec n'importe qui. Maintenant, il faut t'assurer quand même, demander à la personne patte blanche, cette personne-là, regardez ce qu'elle a fait avant, regardez ce qu'elle propose. Étant donné que c'est un domaine dans lequel tu ne t'y connais pas forcément, ne pas hésiter à demander autour de toi s'il y a des personnes que tu connais. Mais il y a quand même vérifier. Et il y a un principe dans la blockchain qui est le DYOR. Do your own research. Donc, c'est important. Et la blockchain, il y a plein de phrases comme ça. We don't trust, we verify. On ne fait pas confiance, on vérifie. Et c'est comme ça qu'en fait, on crée de la confiance. Donc, est-ce que tout le monde, tu peux travailler avec tout le monde? Non. Il faut déjà travailler avec quelqu'un avec qui vous avez la même vision, vous avez la même envie, que c'est pas juste quelqu'un qui va faire quelque chose qui ne répond pas à la vision que tu veux faire. Moi, comment j'aime voir les choses, je trouve que c'est un outil, c'est pas une finalité, les NFT par exemple. Donc, utiliser cet outil pour aller encore plus loin dans ton art, pour aller encore plus loin dans la connexion que tu as avec les artistes et trouver
celui qui partage ta vision, celui qui comprend ta vision et qui va pouvoir la faire vivre au travers de ça. Après, il y a des codes qui sont totalement différents. Donc après, il y aura une adaptation aussi de ton côté, une adaptation aussi du sien. Mais je pense que c'est beaucoup de choses où tu dois ressentir avec la personne, mais surtout, tu dois vérifier. Tu dois regarder, cette personne doit te montrer patte blanche. Et quelque chose aussi, c'est que souvent, c'est plus facile, et je le comprends, de juste se dire hey, c'est un expert, je le laisse entre ses mains. Il y a beaucoup de choses, moi personnellement j'apprends énormément sur internet et j'ai appris à coder sur internet, j'ai appris la blockchain tout seul sur internet, l'intelligence artificielle, je me suis formé énormément dessus sur internet. Il y a énormément de ressources incroyables sur internet. Si tu prends ne serait-ce que 2 jours full concentré dessus, tu vas avoir les notions de base qui vont te permettre de faire la différence entre quelqu'un qui te raconte du n'importe quoi ou qui s'y connaît pas et quelqu'un qui s'y connaît. Au moins, tu auras un minimum de base. Mais il y a aussi ce principe de toi-même aussi faire ce travail. Et ensuite, ouais, vas-y. Mais moi, à titre perso, mon conseil, il est vraiment sur est-ce qu'il a la même vision que toi et est-ce qu'il veut faire un coup ou est-ce qu'il veut construire quelque chose sur le long terme. Le fait d'avoir, par exemple, on avait déjà commencé un peu la discussion en amont, le fait d'avoir plusieurs types de certificats d'authenticité, ça brouille le cerveau. Le mieux, c'est que si vous en avez trouvé un, essayez au maximum de rester fixé avec cette personne-là et avoir une certaine cohérence dans votre art. Et c'est ce qui rassurera aussi votre communauté, parce qu'il y a une grosse notion aussi de communauté qui se crée dans le milieu de l'art. Et surtout, si vous voulez en vivre, c'est comment est-ce que je fais pour créer la communauté? Comment est-ce que je fais pour que les gens peuvent me suivre, peuvent me comprendre, peuvent partager l'histoire et peuvent faire ce bout de chemin avec moi? Et pas simplement comment est-ce que ils payent juste mon tableau. Là, vous avez cette capacité de les faire rentrer dans votre univers et en plus de tout ça, de trouver un modèle économique qui va vous permettre, vous, de vivre de votre art et de pouvoir aller encore plus loin dans ce que vous faites. Tu parles d'expérience. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de ce que peut faire un artiste avec donc les NFT? On a parlé un peu de ce qui se rapproche pour moi des droits d'auteur et d'autonomisation de ces droits, de faciliter la répartition des richesses finalement entre tous les acteurs d'une chaîne vis-à-vis d'une pièce. Mais quels sont les autres cas d'usage? Parce que tu parles d'expérience. Ça, j'ai pas très bien compris ce qui peut graviter autour de ça en fait. Alors, par exemple, tu peux créer ta communauté sur on va prendre un exemple simple. Aujourd'hui, l'artiste qui a fait ces tableaux-là peut décider que ces tableaux sont des tableaux exclusifs liés au cercle des artistes. Et donc, leur donner une particularité, donc dans le code NFT, me dire que voilà, là c'est par exemple la collection Cercle des artistes. Et ce qui va faire que dans le futur, lorsque le Cercle des artistes va faire d'autres choses, ces personnes qui ont acheté ces NFT en particulier vont potentiellement pouvoir, tu peux les donner des rewards parce que c'était tes premiers tableaux vendus. Et il y a un truc que j'aime énormément, pour beaucoup, on sait bien, là, souvent j'ai des gens qui sont beaucoup plus jeunes, mais avant, quand on allait à un concert, on avait du merch. Moi, je fais comme si j'étais un ancien, mais on avait un merch. Le merch, c'était surtout pour montrer que on fait partie de cette communauté-là. Moi, je suis un vrai de vrai. J'étais là à ce concert parce que tu peux pas avoir ce t-shirt autre part que lorsque tu étais à ce concert-là. Et donc, tu envoies un message que je fais partie d'une communauté. Et aujourd'hui, on voit souvent les gens dire « Ouais, moi, je le connaissais depuis le début. » Et là, on a des moyens assez faciles de montrer notre soutien, de faire partie d'une communauté. Et c'est là où il y a aussi 2 choses. Il y a les NFT comme on les connaît comme étant des NFT d'art, donc c'est des tableaux et autres. Il y a ce qu'on appelle aussi donc, les certificats d'authenticité, mais il y a aussi des NFT plus luxe qui sont en fait juste des clés. Et ça, on l'a vu énormément avec les profil pictures, les Bored Ape, les CryptoPunk. Donc ces images de singes
ou de personnes pixelisées. Et en fait, ça, c'est plus aussi souvent des clés pour rentrer dans une communauté et pour envoyer un message. Donc, il y a toute une expérience qui peut être créée et le champ des possibles est extrêmement ouvert. C'est pour ça que moi, je parle d'expérience. Aller plus loin que simplement avoir un tableau. Ou un truc qui peut être drôle, c'est que toi, tu as fait une collection de tableaux. Tu as un de tes amis dans quelques années où tu t'es développé et dans quelques années, il y a un jeu vidéo qui sort et toi, tes tableaux, c'est des personnages. Tu peux, comme c'est sur format NFT, tu peux faire un partenariat avec ce jeu. Salut Fortnite, c'est ce qu'ils font déjà, pas forcément avec la blockchain, mais Fortnite, c'est des skins et ils prennent, ce qui peut se faire dans le futur, c'est potentiellement si toi, ton personnage tu peux le mettre avec Fortnite et si la personne a son NFT de ton art, elle peut utiliser le skin qui est en lien avec ton art. Alors que c'est quelque chose qu'elle a acheté il y a peut-être 10 ans. Mais ça permet de continuer à faire vivre et proposer une manière de vivre l'art de manière différente. Je ne sais pas si ça a été clair. Ça veut dire que l'œuvre, elle est digitalisée? Alors, l'œuvre peut être digitalisée. Parfois, l'œuvre peut être physique. Souvent, l'œuvre est digitalisée. Mais au moins, elle peut vivre au-delà, même si, par exemple, physiquement, si c'est un NFT, vraiment, l'œuvre peut ne pas exister. Par exemple, l'œuvre de Beeple, c'est le record, 69 millions de dollars. Et son œuvre, en fait, effectivement, elle n'existe que de manière digitale. Donc, c'est comme si c'était un tableau, mais que digital. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre aux gens qui te disent bah oui, mais en fait, les NFT, ça repose sur rien, vu que justement, c'est que du digital et que tu n'as pas l'objet en main. Quel argument tu pourrais dire par rapport, par exemple, à des toiles qui sont sur support papier et tout ça? Moi, j'aime bien ce truc-là. Moi, j'avais des super bons amis lorsque j'étais encore au lycée qui étaient des graffeurs. Et je me rappelle, à l'époque, on me disait, mais les graffitis, ça n'a aucune valeur, c'est pas de l'art. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord que les graffitis s'invitent dans les galeries d'art, qui prennent leur place. C'est un nouveau médium. C'est une nouvelle manière de faire les choses. Et effectivement, je ne sais pas si vous connaissez, Schopenhauer a dit une idée au début est ridicule, ensuite dangereuse et ensuite évidente. Et souvent, quand c'est arrivé, non mais c'est ridicule, c'est pas vraiment de l'art, c'est comme l'art génératif, c'est pas vraiment de l'art. Mais aujourd'hui, on peut dire ceux qui utilisent Photoshop, en fait, c'est pas vraiment de la photo. Mais comme l'outil maintenant a été utilisé et au bout d'un moment, c'est bon, on l'a adopté. Maintenant, ça fait partie de ça. Après, il y a toujours des puristes qui diront non, moi je shoot que à l'argentique et autres. Donc, ça reste un médium. Après, maintenant, les valeurs qu'il y a dessus. Je pense que c'était là ta question. On entend parler de valeurs exubérantes. Là, j'ai parlé de 69 millions, mais ça, c'est un cas. C'est un cas parce que c'est un acteur de la blockchain, un acteur qui a un des premiers artistes qui était présent, qui avait sa communauté. Il y avait aussi une notion qu'il y a des personnes qui ont fait énormément d'argent sur les cryptos et qui, aujourd'hui, les cas d'usage ne sont pas exubérants et qui, c'est un moyen pour eux d'utiliser ce qu'ils ont fait. Et il y a aussi énormément une notion d'envoyer un message. C'est quelque chose de social. C'est une preuve sociale de dire que voilà, moi j'ai ce type d'art. Par exemple, il y a aussi les Bored Ape, des têtes de singe. Les gens me disent, mais les gens achètent des têtes de singe des millions. Non, ils n'achètent pas des têtes de singe des millions. Ce qu'ils achètent, c'est le fait de dire que je fais partie d'une communauté, que moi j'ai ce code-là, que moi j'étais dans la vague depuis le début. Et comme j'étais dans la vague depuis le début, j'ai fait de l'argent sur les cryptos et j'utilise cet argent-là pour m'acheter des choses qui ont de la valeur dans mon univers. Et aujourd'hui, par exemple, un Bored Ape, ça coûte un certain montant, mais ça te fait rentrer dans une certaine sphère, tu rencontres certaines personnes. Le podcast, on est en partenariat avec une communauté qui fait des Bored Ape, donc il y aura un événement le 5 octobre. Ouais, le 5 octobre prochain sur ça. Et donc,
c'est des cercles un peu fermés sur lesquels on rentre et on crée de nouvelles expériences, comme ça. Je voudrais rebondir là-dessus. Mais justement, par rapport au board app, c'est un très bon exemple parce que c'est un petit peu, je trouve, symptomatique de ce qui se passe dans le milieu de l'art actuellement. Pour cet exemple précis, est-ce qu'on peut parler justement toujours d'art finalement, ou est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la collection, mais qui s'éloigne complètement du milieu artistique? Et je trouve que c'est un truc qui est assez présent dans notre société actuelle, où justement l'idée, ça va être, pour beaucoup de gens, je pense, ça va être de posséder quelque chose sans avoir un attrait vraiment artistique derrière. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'en est plus finalement? Ma première question, c'est qu'est-ce que c'est l'art? Oui. En fait, moi, à titre perso, je vois pas de définition de l'art, c'est super subjectif. Autant ça peut être une photo, autant ça peut être du dessin, autant ça peut être autant ça peut être de l'art digital. Moi, personnellement, je suis ultra ouvert sur... je pourrais pas définir ce que c'est que l'art, mis à part une création qui, je l'espère, est sincère de la personne et qui veut représenter ou exprimer quelque chose. En tout cas, moi, c'est ma définition de l'art. Donc, quel que soit le médium utilisé, le support utilisé, c'est une forme d'art. Après, effectivement, par exemple, les Bored Ape, c'est dans une catégorie où les NFT artistiques, et il y a aussi donc plutôt des NFT luxe, parce que eux, ils ont une utilité. En général, moi, j'avais fait aussi un podcast donc avec une galeriste d'art qui est spécialisée dans les NFT, et elle fait aussi de l'art physique. Donc elle a la double casquette. Et dans la partie donc un NFT artistique, c'est souvent un NFT qui n'a pas d'utilité. Maintenant, un NFT donc luxe, si on doit définir les deux, lui, en fait, c'est un NFT qu'on va acheter et il a des utilités. On va pouvoir rentrer dans une communauté, on va pouvoir profiter de ça, on va pouvoir l'utiliser dans un jeu, on va pouvoir en faire sa photo de profil sur les réseaux pour envoyer un message social. C'est plus cette différence-là. Donc, effectivement, là, on rentre plus de l'ordre limite d'un objet de luxe digital que réellement de l'art. Mais pour certains, ça va être une forme d'art. C'est bon? Alors, comme tu l'as dit, donc l'art, c'est quelqu'un doit partir d'une bonne intention, d'avoir son intention et ensuite la transformer en quelque chose d'artistique. Et ça me fait penser que peut-être l'art génératif, les artistes IA ne sont pas forcément de vrais artistes, pour l'instant en tout cas, et ça dépend desquels. Parce qu'au final, ce sont potentiellement donc des écrivains qui n'ont pas réussi à transmettre d'émotions et qui ont donc demandé à une machine de le faire. Et je fais la distinction entre des artistes qui donc utilisent un modèle génératif entraîné sur simplement tout Internet, comme Midjourney ou DALL-E, tout ça, et un artiste qui a créé son propre modèle, qu'il a entraîné sur ses propres œuvres ou sur un échantillon qu'il a choisi et qui a ensuite créé ses œuvres à partir de ça. Parce que là, à ce moment-là, il y a un travail de fait, mais donc pour les images Midjourney, DALL-E et tout ça, comment est-ce qu'on peut considérer ça comme du vrai art, comme un vrai artiste, alors qu'au final, tout ce qu'ils font, c'est donc écrire des lignes de code concrètement. Okay. Là, on rentre dans un débat un peu philosophique de comment faire. Je pense qu'il y a une période où on arrivait avec des appareils photo et on a dit non mais c'est pas de l'art. Tu fais juste qu'appuyer derrière un bouton et il n'y a pas de création derrière, c'est pas un tableau, il n'y a pas une patte de maître, il n'y a pas une touche de l'artiste, on ne sent pas l'émotion dedans parce qu'à l'époque, effectivement, c'était stupide. Aujourd'hui, effectivement, je pense que souvent j'ai cette réflexion de personnes qui n'utilisent, après je ne vais pas dire que tu n'utilises pas, hein, mais tu me diras si tu l'utilises ou pas, mais qui n'ont pas essayé de faire de l'art génératif. C'est fucking difficile de faire quelque chose qui donne réellement et qui transmet de l'émotion. Pas juste, je dis pas juste en mode fais-moi un astronaute qui jongle avec des balles. Ok, mais à la fin, est-ce que si il trouve son public, au final, ça peut être sa forme d'art. On est de retour. Les limites de la caméra. Du coup, je reprends un
peu sur ce que j'étais en train de dire. C'est une nouvelle manière de faire. Est-ce que c'est de l'art? Tout dépendra de l'intention derrière, du travail que la personne elle met. Est-ce que cette personne va vraiment se définir en tant qu'artiste? Est-ce qu'elle va transmettre un message? Pour moi, c'est aussi ça. Est-ce que tu transmets un message? Et ensuite, en règle générale, c'est le public qui décide si c'est de l'art ou pas. Parce qu'au final, même si nous, entre guillemets, on rage, à la fin, c'est le public qui décide. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Après, moi, il y a principalement deux aspects qu'on chiffonne. Il y en a un, c'est celui qu'on appelle la photographie IA. Ouais. C'est pas de la photographie, puisqu'on n'a pas pris une photo, c'est une image générée artificiellement, donc c'est une image qui imite une vraie photographie. Donc, je trouve ça un petit peu osé d'appeler ça de la photographie. À la limite, pourquoi pas, on peut dire c'est de l'art, mais après, ce qui m'embête aussi, donc, c'est de ne pas trouver ses inspirations soi-même, puisque donc, tout le travail artistique, c'est d'aimer des artistes, de faire ses recherches soi-même, et puis ensuite, de ça, on a notre inspiration, et on crée quelque chose de cette inspiration. Alors que le problème que je relève donc dans les générations IA, c'est qu'il n'y a pas ce travail d'inspiration. C'est l'IA qui va chercher toutes les œuvres et qui ensuite les combine et donc vole le travail d'autrui en allant juste chercher sur Internet, les combine et paf, ça fait une nouvelle œuvre sans avoir le travail de recherche et d'inspiration, tout ça. Donc c'est aussi en quelque sorte un peu du vol. Souvent, quand on fait des générations IA, on remarque que ça ressemble énormément au style propre d'un artiste qui crée ses œuvres dans la vraie vie, parce que simplement l'IA est allé chercher sur Internet, s'est dit « Oh tiens, ça correspond au texte qu'on m'a donné, je vais le copier ». Effectivement, il y a un gros aspect sur la paternité des œuvres. Le fait de savoir d'où est-ce que mon œuvre, elle s'est inspirée, elle s'est tirée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on s'inspire tous de quelqu'un. Là, je vois, par exemple, il y a un tableau Sébastien. Là, il y a la vague, je ne me rappelle plus de l'artiste, mais ce tableau, il est ultra connu. Il y a plein de choses où, en fait, on s'inspire toujours de quelque chose. Moi, après, effectivement, je pense que c'est un sujet qui peut être parfois sensible lorsqu'on est dedans, lorsqu'on fait ce travail. Moi, je ne suis pas, en tout cas, ce type d'artiste-là. Mais je pense que c'est un outil et ceux qui le font réellement, je pense, font beaucoup plus de travail que ce qu'on pourrait penser. Il y a une plus grande recherche sur... Ils vont pas juste taper un prompt et le prompt qu'ils ont tapé, c'est celui-là qu'ils vont publier. À part si c'est leur direction artistique et c'est un style qu'ils veulent se donner. Mais même s'ils font ça, peut-être qu'ils vont expliquer. Souvent, même parfois, il y a des tableaux qui ne nous parlent absolument pas ou des photos qui nous parlent pas. Et on se dit, ouais, mais il n'y a rien d'artistique derrière ça. Mais parce qu'on peut l'expliquer, parce qu'on peut raconter une histoire et parce qu'on peut la partager, au final. Donc, sur ça, sincèrement, pour avoir beaucoup essayé de faire des choses différentes en termes d'image, le prompt aussi, c'est ok, certes, on va pas se déplacer à un concert pour aller prendre des photos de ce concert-là, mais on va vouloir que la photo elle soit prise d'un certain angle, d'une certaine manière, pour montrer une certaine émotion. Et effectivement, ça, là, le vrai problème pour moi, c'est certainement la paternité de ces œuvres-là. Et c'est là où la blockchain peut avoir son intérêt. Parce que si, par exemple, c'est un NFT et qu'on sait que ce NFT-là a été à l'origine de 3% de cette œuvre, forcément, peut-être qu'il y a une rétribution qui va être versée à cet artiste de qui s'est inspiré l'œuvre. Et là, on sera dans un monde peut-être un peu plus juste. Donc, in fine, il y a des choses, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je peux comprendre que c'est frustrant, on a l'impression que les gens font moins de travail, mais c'est comme aujourd'hui, toi, prendre une photo, les gens ils vont dire, ouais, mais tu te poses juste, tu prends une photo et tu rentres chez toi. Et c'est souvent, quand on te demande de prendre en photo, les gens ne considèrent pas. J'ai un très bon ami qui est photographe en mariage. Parfois, la manière dont on lui dit, ouais, mais t'es juste derrière ton appareil et tu prends une photo. Et non, il y a toute une réflexion derrière, un jeu de lumière, une compréhension. Et moi, j'ose croire que ça va se développer. Et j'ose croire qu'aussi la blockchain va apporter aussi des solutions pour rendre ça un peu plus juste et équitable.
Moi, ce que je trouve dangereux dans tout ça, c'est qu'on oublie finalement le truc principal au début, c'est que la finalité de tout ça, tout ce qui est IA et tout ça, je me dis à un moment donné, il n'y aura plus besoin d'être humain en fait. Parce qu'à force de stocker, de puiser à droite à gauche et tout, les gens vont se dire, non, on n'a pas besoin d'aller voir un artiste ou un musicien ou un photographe, j'ai qu'à appuyer sur un truc sur Internet et puis j'ai mon truc directement. Et je trouve ça dangereux. Je trouve qu'il y a certaines choses de science-fiction qui sont sorties par le passé, on s'en rapproche de plus en plus et on oublie vraiment l'être humain dans tout ça, parce que c'est l'être humain qui est à la base de ça en fait. Les gens qui ont des choses à exprimer par la peinture, par la photo, par la musique, seront peut-être amenés dans le futur à ne plus le faire, à quoi ça servira. Ils n'avaient même pas la peine, il suffit de taper un truc sur Internet et j'ai ce que je veux. Donc voilà, moi je trouve ça assez dangereux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter par rapport à ça? Je pense que ça va être une question d'équilibre, puisque vous, artistes, vous avez quand même ces valeurs, les valeurs et l'émotion. Et ça, dans une œuvre, quelle qu'elle soit, on la ressent. Donc, tout ce qui arrive, effectivement, ça peut faire peur, mais si l'être humain, justement, a cette intelligence d'esprit, de trouver cet équilibre, alors évidemment, on va se retrouver avec des extrêmes, comme à chaque fois. Mais si vous, justement, artiste, avec la conscience et le fait de démystifier tout ça, la blockchain, les NFT et autres, vous arrivez à trouver votre ancrage et cet alignement entre votre œuvre qui sort de là, et l'intelligence artificielle, là c'est bingo. Et là, nous arrivons à créer cette nouvelle ère qui va pouvoir transmettre des valeurs et surtout prendre ce virage à 360 degrés qui est compliqué et complexe pour un artiste, parce qu'on en revient toujours au même. L'artiste, merci à vous d'exister, mais il ne sait pas se vendre, il ne sait pas mettre un prix sur ses œuvres. Et l'équilibre et surtout le fait d'avoir une compréhension de ces nouvelles choses qui arrivent vont rassurer l'artiste et les personnes autour et vont permettre justement l'ascension, je dirais, de l'art avec toute sa symbolique et sa lumière quelque part. Donc restez vraiment ancrés dans vos arts avec tout ce que vous nous transmettez. Et puis tout doucement, nous allons faire en sorte à ce que cette intelligence artificielle prenne place ou pas, selon le désir de chacun, parce qu'il y a encore le libre arbitre d'eux. Mais accueillons-la davantage plutôt qu'en avoir peur et réfréner les choses. Je pense encore une fois que c'est une question d'équilibre. Quelqu'un d'autre veut commenter? Oui, moi j'entends complètement aussi ces peurs parce que je les partage, mais en même temps, je pense que c'est le principe même des choses qui sont nouvelles. Enfin, forcément, on en a peur, et puis il y a toujours des choses bonnes qui vont en émaner, et des choses mauvaises, et c'est le principe même du progrès. Je pense qu'on l'expérimente depuis que l'homme est sur cette planète. Moi, je veux bien partager une expérience aussi au niveau des nouvelles technologies et de l'art, c'est que j'ai vu un spectacle holographique au 104 à Paris, et je ne savais pas que j'allais voir un spectacle holographique. Et donc je me suis retrouvée dans cette salle, et en fait c'est un spectacle de danse, mais je n'avais pas des êtres humains en face de moi, mais des hologrammes. Et ce qui a été hyper perturbant, c'est qu'on a tous dans la salle ressenti une émotion qui était bien présente, alors qu'on n'avait pas des êtres humains en face de nous. Et en fait, ils avaient fait ce spectacle quand il y a eu le Covid, quand les artistes ne pouvaient plus se retrouver sur scène, notamment dans les théâtres. Et on a été bluffés, et ils ont parlé à la fin, on a pu discuter avec eux. Ils se sont vraiment emparés de cette nouvelle technologie. Et c'était pas question de remplacer l'homme. Ça a permis à des artistes qui venaient des 4 coins de la planète de pouvoir se rassembler pour faire un spectacle et transmettre une émotion, notamment aussi dans des villages où c'était pas accessible, où ils ont pu retransmettre ce spectacle. Donc ça apporte aussi des choses positives, et ça n'enlève pas l'humain, parce qu'au final, rien ne remplacera l'humain. Et on le voit avec les réseaux sociaux notamment, puisque ce qui marche, c'est échanger entre humains, même si on le fait pas pour de vrai. Donc c'est ce qui peut amener un peu d'optimisme quelque part, mais en même temps, moi aussi, je partage aussi ces craintes, parce que oui, effectivement, un monde où tout est virtuel, ça donne envie à personne, quoi.
Voilà, donc ça, c'est le principe même du progrès, je pense. Ouais, totalement. Quelqu'un d'autre qui veut rajouter un... Je vais dire un dernier truc. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle, jusqu'où ça peut aller. Voilà, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce truc-là, moi, qui me... Ouais, jusqu'où ça peut aller. Je partage aussi l'avis de FIR dans le sens où il est important, je pense, de protéger les œuvres artistiques et de préserver justement ce côté humain face à l'intelligence artificielle, parce que malheureusement il y a plein de bonnes intentions à travers ça, mais il y en a aussi des mauvaises, et du coup il faut préserver cette humanisation plutôt que la déshumanisation des œuvres artistiques. Voilà. J'aime beaucoup ce que vous partagez. Je pense, après, j'ai des questions maintenant pour vous aussi. Mais je vais juste vous partager un truc. C'est de moi qui travaille un peu dedans, je vois qu'il y a des choses qui se font. Et en fait, les nouvelles technologies vont pas forcément mettre l'humain de côté, mais au contraire, vont nous permettre d'avoir plus de temps et vont nous mettre dans une nouvelle ère où c'est l'art maintenant qui va être valorisé. On va avoir du temps, produire, moi je le vois avec ChatGPT et toutes les intelligences artificielles que j'utilise, ça me fait gagner un temps phénoménal. Je peux faire tout ce podcast tout seul, toute la com, tout le montage, tout le truc, grâce aux IA et à comment j'utilise le tout. C'est pas eux qui font tout. J'écris, je choisis, vous m'avez vu tout installer, je réfléchis, je prépare un peu le tout. Mais c'est des outils qui m'aident à aller énormément vite et ça me permet de faire tout le travail d'un épisode et de une semaine de contenu donc sur LinkedIn, Instagram, TikTok, partout en 2 jours. Ce qui est pour une seule personne, moi en tout cas, j'aurais jamais pu faire ça sans les intelligences artificielles et ça me laisse du temps pour pouvoir faire d'autres choses. Et moi je suis convaincu que la blockchain et l'intelligence artificielle sont les 2 faces d'une même pièce. Parce qu'on va arriver dans une opulence de contenu, dans une opulence de création. Et dedans, il y a quelque chose en blockchain qui existe, qui est le proof of humanity. Prouver qu'on est des êtres humains. Et ça, c'est des choses qui vont arriver où, lorsqu'on va créer quelque chose, il y aura, ça sera automatiquement fait un NFT qui montrera que non, ça, c'est quelque chose qui est généré par l'intelligence artificielle. Ça, c'est généré par un humain. Et l'art des humains va revenir. Aujourd'hui, un exemple simple, les sacs à main, mesdames. Vous préférez un sac à main fait main ou un sac à main fait industriellement? Parce qu'au final, souvent fait industriellement, il peut être mieux fait parce que c'est contrôlé, c'est millimétré, c'est parfait. En tout cas, s'il y a une volonté de ça. Mais le fait main a toujours ce côté, le cuir, le choix, le travail, l'artisanat va toujours plus loin. Et je pense que plus on va avancer, plus on va rentrer dans quelque chose où en fait, les gens vont libérer beaucoup plus de temps pour ouvrir les yeux et aller chercher des émotions. Et c'est pour ça qu'il est important de créer des expériences avec ces outils. Du coup, est-ce que vous pouvez me partager un peu quelles sont vos craintes, un peu quelles sont un peu les craintes que vous avez lorsque vous avez vu ça pour la première fois? Est-ce que vous avez peur de rater le wagon? Est-ce que vous avez... toi, tu l'as super bien exprimé, le fait d'avoir peur de ne plus être... d'avoir plus contact entre humains et d'avoir juste une machine. Quelles sont vos craintes vous, aujourd'hui? Juste un truc à dire là-dessus. Par rapport à cet exemple sur le fait main et sur l'industriel, oui, moi j'ai toujours envie d'acheter du fait main et on peut comparer avec le Made in France, sauf que la réalité c'est que du Made in France ça coûte très cher et il n'y en a quasiment plus. Et que 80 à 90% va acheter de l'industriel. C'est aussi ça la réalité. Et que... Bon, je ne veux pas être pessimiste, mais dans un avenir plus ou moins proche, du Made in France, il n'y en aura plus. Ou très très peu, et ce sera réservé à l'élite. C'est ça la réalité concrète. Je me permets de répondre juste sur pourquoi les gens achètent de l'industriel. C'est parce que c'est moins cher et parce qu'ils n'ont pas le choix, très souvent. Moi, c'est une réalité du monde. Les gens n'ont pas le choix et les gens aussi vont aller... notre cerveau optimise. Notre cerveau est fait de la sorte à toujours choisir le plus facile. Faut savoir que notre cerveau consomme 20% de notre énergie est consommée par notre cerveau qui ne fait que 4% de notre masse corporelle. Donc c'est
c'est quand même énorme la proportion des synergies. Et donc, il va toujours chercher à aller sur quelque chose qui va le prendre le moins d'énergie possible pour économiser tout ça. Donc forcément, on le reproduit aussi dans les choses. Donc, on va chercher l'industriel parce qu'on n'a pas le choix. Mais si aujourd'hui, quelqu'un a la possibilité, il ira toujours chercher. Et je ne pense pas, au contraire, aujourd'hui, l'industrie, il y a quelques mois, l'homme le plus riche au monde, c'était Bernard Arnault. C'était parce que l'industrie de luxe, le fait main, la qualité, l'artisanat prend de plus en plus de place dans un monde où tout va trop vite et tout est fait un peu de... Donc, je pense qu'on a encore de très bons jours. Effectivement, par la conjoncture aujourd'hui qu'il y a dans notre économie, notre monde, oui, c'est vrai que il y a des craintes qui peuvent être faites. On ne sait pas forcément comment ça va se passer, s'il y a ces industriels-là vont s'arrêter. Mais je pense qu'il y a un bon avenir par rapport à ça. Tu veux le faire? J'ai lu que dans les NFT, dans le monde de l'art, il y avait des problèmes de vol de propriété intellectuelle. Et je voulais savoir comment faire pour s'en protéger. Alors, est-ce que tu as un cas Moi, j'ai été contactée par quelqu'un qui voulait me vendre. Alors, je ne comprenais pas grand-chose, mais vendre mes œuvres en NFT. Il m'a sorti des chiffres comme ça, j'ai pas compris. Donc, j'ai lu plein d'articles sur les échos, des choses comme ça. Et j'ai vu que généralement, beaucoup, en fait, essaient juste de récupérer nos droits d'auteur pour eux se faire de l'argent dessus. Ouais. Tu veux réagir peut-être par rapport à ça? Ouais. Vas-y. Désolée. Je suis pas. Alors, je suis d'accord sur elle, mais je suis quand même pas tout à fait d'accord sur le fait que oui, 80% des gens vont se diriger vers l'industriel. Moi, je pense que c'est vraiment un choix de consommation et que c'est pas lié à nos moyens. Moi, je connais des personnes qui gagnent pas extrêmement bien leur vie, même au plus bas, mais qui font le choix d'aller vers de la seconde main, qui font le choix d'acheter moins, de consommer moins, et du coup, ils s'y retrouvent au niveau de leur budget. Pour la nourriture, c'est peut-être un peu moins vrai, surtout dans les villes, parce que c'est le problème de Paris, c'est le problème de grandes métropoles où la bonne nourriture est franchement, je trouve, peu accessible parce qu'il y a des marges de fou qui sont faites. Pour les gens qui vivent dans les campagnes, dans les villages, c'est très facile de se procurer de la nourriture de très bonne qualité, voire des fois moins chère que dans les grandes surfaces. Donc pour moi, la question de l'industriel, c'est un choix de consommation et pas forcément lié à nos ressources financières. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le fait de... Tu vois, là, tu as super bon cas, et tu réponds un peu à sa question, c'est, tu as fait tes recherches, et tu as vu qu'en fait, oui, si tu donnes ton œuvre à quelqu'un, c'est pas la blockchain qui va te douiller. C'est la personne qui veut se faire l'intermédiaire, qui au final, il va prendre ton art, il va dire que effectivement, entre lui et toi, il y a eu un deal, et si tu ne comprends pas, ça se trouve que lui, il va prendre 70% du deal, il va te donner 30%. T'as pas compris, tu sais pas tout ce qui se passe, tu sais pas tous les modèles économiques qui existent. Et oui, au final, tu te fais douiller. Maintenant, si tu as fait ta recherche, tu as vu qu'au final, la personne était certainement un scammer. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y en a. La blockchain, c'est pas tout feu, tout rose, il y a des scammers. Et comme un peu partout, dès qu'il y a un petit trou, il y en a plein qui veulent qui se faufilent dedans pour pouvoir en profiter. Donc ça, tu as eu le super bon réflexe. Donc soit les solutions, soit tu le fais toi-même, tu te formes, tu mets les choses en place et tu le fais toi-même, comme ça 100% d'ownership. Et ça, c'est ce qui va être amené, je pense, dans le futur. Moi, avec Daniel, quand on parle du cercle des artistes, on veut vraiment aussi vous apporter l'aspect business, vous montrer un peu comment faire pour aller plus loin et comment faire pour que ceux qui créent réellement de la valeur, au final, de manière assez simple, vous arrivez, et ça sera encore plus possible du coup grâce aux intelligences artificielles, parce que ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faciliter la vie, et vous allez pouvoir un peu plus facilement, par exemple, faire vous-même le fait de mettre tes NFT sur une blockchain et de les vendre, et pas forcément passer par quelqu'un. L'autre cas, dans le monde dans lequel on vit, c'est faire un contrat. On m'avait proposé un contrat. Oui, mais et au final,
Est-ce que le contrat a été viable? En fait, j'ai pas trouvé de référence sur lui sur Internet, LinkedIn et tout, du coup, j'ai plus répondu. Ok. J'ai même pas lu. Ok, bon, bah, il y a un peu de ça. Après, c'est vrai que ça se trouve, il commençait juste. Je ne sais pas, ou sinon, c'était vraiment un scammer. Et thanks God, tu vois, genre, tu t'es pas fait scam. Mais parfois, oui, c'est comme tu dis, c'est peut-être juste un scammer. Mais le mieux, c'est si maintenant vous faites quelque chose avec quelqu'un, les contrats fonctionnent encore. On est toujours dans un monde, vous allez voir, vous faites un contrat, vous validez le contrat idéalement avec un avocat ou avec une personne compétente pour être sûr que ce soit bien établi. Et puis voilà. Et ensuite, ça peut vous protéger de ce qui se passe sur la blockchain. Donc, au-delà de ça. Mais on peut aussi mettre ce contrat sur la blockchain si elle est infalsifiable. Parce que finalement, on n'a pas besoin d'avocat. Faudrait savoir l'utiliser. Si vous utilisez un middleman, c'est parce que vous n'avez pas la compétence de le mettre sur la blockchain. Donc si vous avez la compétence de le mettre sur la blockchain, vous n'utilisez pas de middleman et vous le mettez directement sur une plateforme comme OpenSea et vous le vendez directement. Si maintenant vous utilisez quelqu'un qui va le faire à votre place, c'est parce que vous n'avez pas la compétence de le faire. Du coup, ça sert à rien de juste se compliquer les choses. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « la blockchain ne fait pas le café ». C'est pas parce que la blockchain ne va pas s'utiliser dans tout. Non, je comprends ce que tu dis, mais en fait, si je comprends bien la blockchain qui est infalsifiable, ça veut dire aussi que ça peut être la fin des notaires, la fin des avocats, la fin de tout ça. Enfin, Ça peut, ou ça peut devenir l'outil qu'ils utilisent. Tout dépendra de leur flexibilité, de leur capacité à s'adapter. Okay. Ça dépendra. S'ils sont contre, il va y avoir des boîtes qui vont créer des blockchains extrêmement bonnes, comme le cas Uber, Taxi. c'est de particulier à particulier, finalement. Je ne sais pas l'avenir, mais... Mais en fait, ça va dépendre. Si maintenant le notaire, il comprend que c'est un outil, et je crois qu'actuellement, c'est surtout les huissiers qui le font très bien actuellement. Si les huissiers comprennent que c'est un outil, ils vont l'utiliser pour faciliter leur travail, être beaucoup plus compétents, être beaucoup plus performants. Et du coup, ils vont rester présents. Ça, c'est une réalité. Il y a souvent l'utopie des personnes dans le monde de la blockchain, c'est que tout le monde va être remplacé et c'est fini. Alors que non, il va rester des personnes, des êtres humains avec qui seront qu'on appelle ça, des pairs de confiance, donc des intermédiaires. Il en restera quand même. Juste, ils utiliseront cet outil, mais ceux qui J'espère bien qu'il va en rester. Oui, je pense, mais ceux qui le combattront, ça sera ceux qui vont certainement mourir. C'était juste une réflexion sur l'idée de la blockchain. Et qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient partager un peu leurs craintes, et s'il n'y a personne, plutôt qu'est-ce qui vous... On va juste mettre... je vais juste relancer les caméras, et on repart sur la dernière partie. On est de retour pour la troisième et la dernière partie. Et du coup, moi, ma question pour vous, c'était... quelles sont les choses qui vous rendent enthousiaste par rapport à ça, par rapport à la blockchain ou les intelligences artificielles, en tout cas les nouvelles technologies? Alors moi, enthousiasme, je ne suis pas à ce niveau-là. Toute honnêteté. Je regarde ce qui se passe, je me forme au Bitcoin, à la crypto-monnaie, tout ça. Je suis en formation pour pas, dans quelques années, être dépassé totalement... comme ma mère, par exemple, a pu l'être avec Internet. Donc ça, le but, c'est d'être vraiment, de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc moi, j'avais cette réflexion sur l'IA. Alors, j'ai jamais utilisé l'IA, ChatGPT, où on lui demande d'écrire un texte pour un gamin, de ce que j'en entends, par exemple, pour leur cours, pour tout ça. Je me dis que derrière, finalement, ces recherches que même l'IA va faire, c'est aussi l'humain qui l'a écrit, si je ne me trompe pas. Mais qui est cet humain qui, finalement, a fait ce texte-là que l'IA va chercher, ou des morceaux,
Est-ce que ce mec-là, il est bienveillant, par exemple? Si on prend... alors, je me suis renseigné un tout petit peu, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais l'IA sort un peu de la Silicon Valley. C'est tous des hommes bien portants, enfin blancs, et Judéo-chrétiens. et judéo-chrétiens et tout ça. Et finalement, ils écrivent, en tout cas avec ce qu'ils pensent, avec ce qu'ils sont. Est-ce que finalement, l'IA, même dans un texte repris par un chat, est-ce que ça retranscrit vraiment la chose? C'est ça ma réflexion le plus. Alors, ouais, totalement. Ce que tu dis, tu veux réagir, vas-y. Ouais. Non, moi je pense que... Le micro, juste de la marque, ouais. Ah, Top. ok, désolé. Moi je pense que cette IA, en fait, ça dépend comment il est utilisé. C'est comme tout outil finalement, et je pense que c'est aussi la faculté à aller travailler cette IA en fait par rapport à qui on est, et du coup les textes qui vont être proposés après par rapport à nos recherches vont être de plus en plus différents, parce que j'ai l'impression qu'ils captent en fait notre personnalité et ce qu'on peut être, etc. Donc du coup en fait pour moi je suis ni enthousiaste ni pessimiste sur ça. Je pense juste que c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il faut saisir. C'est un peu comme les NFT, ce qui a été dit, et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, une œuvre d'art physique, elle est vendue à quelqu'un, il y a une cote qui est mise sur nous, il la revend 4 fois plus cher, l'artiste il touche rien, alors qu'aujourd'hui avec le NFT, c'est une faculté pour l'artiste de toucher toujours quelque chose. Totalement, ouais. Donc c'est juste, ça dépend comment on l'utilise, et c'est comme moi j'aime bien cette image, c'est un marteau. Un marteau, on peut taper un clou, accrocher un tableau, et on peut fracasser la gueule de son voisin. Et en fait, ça va vraiment dépendre de ça, je pense. Je te rejoins, c'était juste là, sur ChatGPT, je reviens sur ça, mais parce que je n'ai pas encore la notion de ce que ça peut être. Je suis comme toi, Gonzague, je pense que de toutes les façons, on y va, et est-ce qu'on a l'humain a le choix, je ne suis pas certain. Mais autant bien l'utiliser, ok. Mais moi, la réflexion, c'était surtout, c'est ce qui est derrière, quoi. C'est ce qui est derrière. Ouais. C'était surtout ça. Il y a deux notions que tu mets dedans, je vais mettre des mots un peu dessus. L'une, c'est l'impérialisme technologique. Qu'est-ce que c'est l'impérialisme technologique? C'est le fait d'imposer, entre guillemets, une vision du monde par le fait qu'on met à disposition de ce monde-là des outils, et que c'est nous qui établissons les règles de cet outil. Donc, lorsque, effectivement, les conditions d'utilisation de Twitter sont différentes de celles de Facebook, parce que chacun met le curseur à un certain endroit. Donc, cette partie-là, effectivement, si une critique est donnée, moi, il y a un truc... Je l'appelle comme ça, je pense pas que ça existe, mais je pense les personnes qui seront en charge de l'éthique en fonction des ethnies. Donc, et je pense que c'est un métier d'avenir pour moi, des personnes qui vont se charger d'étudier un peu le tout en fonction d'une personne qui est du Moyen-Orient, qui va donner son avis, qui est d'Afrique, qui va donner son avis, qui est d'Amérique latine, qui va donner son avis, qui est d'Asie, et ensemble ils vont faire ça. Après, la réalité, c'est que aujourd'hui, ces entreprises-là sont souvent sont dans un pays, sont établies dans un pays, et il y a aussi une notion, une politique, un soft power qui se fait via ces technologies-là. Donc effectivement, oui, le monde est influencé. Ensuite, il y a l'autre aspect dont tu as parlé, c'est le fait de gérer la limite un peu de ChatGPT, et par rapport à ce qu'on donne. Un point, lorsque moi je vais écrire à ChatGPT, toi tu vas utiliser ChatGPT, la réalité c'est qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai et la manière dont j'utilise ChatGPT, on peut tous les deux avoir le même outil, mais on ne l'utilisera pas de la même manière. Tout comme toi avec ton appareil photo, et moi j'utilise ça, je ne pourrais pas l'utiliser comme toi tu l'utilises. Moi, ChatGPT, je l'utilise quotidiennement, du coup je sais énormément comment bien l'utiliser, comment travailler avec lui et lui demander des prompts. Alors qu'une personne qui l'utilise, ça va être très succinct. Et une réalité, c'est que ceux qui arrivent le plus, il y a les ingénieurs, parce que la logique des intelligences artificielles, de manière très rapide, c'est juste des programmes qui vont générer avec des probabilités
les réponses les plus probables en fonction, donc c'est vraiment une suite de mots. C'est pas de l'intelligence, c'est une manière de simuler de l'intelligence aujourd'hui. On ne peut pas encore définir. C'est intelligence artificielle, c'est galvaudé comme nom, mais la réalité, c'est qu'on est en train de simuler une forme d'intelligence, et c'est pas une intelligence. Elle n'a pas la capacité de penser d'elle-même, mais elle simule, et donc elle va continuer par rapport à quelque chose qu'on lui a donné. Et là, l'explication est beaucoup plus complexe avec les nuages de points et toutes ces choses-là, et le machine learning, le deep learning et les réseaux de neurones qui sont donc dans l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais tout ça permet à ce qu'on puisse aller plus loin, mais ça va dépendre de ce qu'on dit. Les personnes qui sont, par exemple, qui écrivent très bien, utilisent beaucoup mieux ChatGPT, ceux qui arrivent à bien mettre à l'écrit et à bien organiser leurs pensées, utilisent mieux ChatGPT que quelqu'un qui va juste demander des prompts, fais-moi ci, fais-moi ça. Il y a un monde dans la manière d'utiliser, et effectivement, ce monde-là est aussi défini par qui sont les créateurs de ça. En tout cas, moi, si ça peut rassembler tous les peuples, ça me va. Idéalement, on aimerait. J'ai une question sur les NFT en art. Pourquoi et comment augmente la valeur d'un NFT ou pourquoi ça baisse? Alors, deux choses. Les NFT, comme on a connu, c'était une bulle. Ça veut dire qu'il y avait un engouement qui a dépassé un peu le tout. Warren Buffett dit le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous avez. Donc, le tableau a une certaine valeur. Ensuite, à combien il est payé, tout dépend du marché, du moment, de la personne, de la sensibilité, ainsi de suite. La manière de prendre de la valeur des NFT va souvent être en vrai en lien avec l'artiste. Par exemple, là, le monde des NFT s'est cassé. On est à peu près à 98% de pertes. Mais la réalité, c'est que les vrais artistes NFT, les plus gros, eux, ils n'ont pas baissé. Eux, au contraire, c'est des valeurs sûres, comme dans le domaine de l'art. Les gros artistes, les tableaux d'artistes sont des valeurs refuges. Et tout dépend, en fait, de toi. Donc, plus tu vas développer en business, on appelle ça ton personal branding, tu vas te faire connaître, les gens vont désirer tes tableaux. Après, il y a cette notion d'offre et de demande, parce que comme les gens désirent ton tableau, il y a une demande qui est plus accrue. Comme les gens connaissent ton travail, il y a une demande qui est plus grande. Et comme toi, tu as une limite aussi, donc l'offre devient plus petite que la demande, donc forcément, tes prix augmentent. Et après, il y a cette relation émotionnelle. Est-ce que ça parle énormément? Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement... tu as réussi à créer un peu cette frustration de ne pas avoir... tu as créé une expérience qui fait que les gens veulent absolument avoir tes tableaux parce que ils expriment quelque chose de différent, parce qu'ils renvoient un message social, parce qu'ils sont l'emblème d'un mouvement. Toutes ces choses-là, tout comme l'art, vont faire. Le NFT, c'est vraiment juste une base, et comme c'est digital, c'est ouvert au monde. Là, aujourd'hui, la galerie d'art, la réalité, c'est que les tableaux qui sont ici, c'est les Parisiens qui peuvent venir dans ça. Alors que si on avait le même sur Internet, c'est le monde entier qui a accès. Et forcément, loi de l'offre et la demande peut-être plus large, l'offre plus limitée, forcément, les coûts augmentent. Alors, je voudrais réagir par rapport à ta question de base, c'était qu'est-ce qui vous enthousiasme dans ce truc-là? Moi, c'était vraiment tout ce qui était NFT quand c'est arrivé, c'est vrai justement avec les Bored. Je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup les art toys et je m'y retrouvais un petit peu dans ce truc-là, l'aspect collectionnite. Voilà, moi c'était vraiment, c'était pas, enfin, le côté graphique j'aimais bien et je parle plus de graphisme qu'esthétique et donc ça m'a plu. En dehors de ça, moi c'est vrai que c'est quand même assez anxiogène pour moi. Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi je pense qu'il n'y a pas... Enfin, par exemple, ChatGPT, au niveau de l'impérialisme, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on est dans un monde déjà en dehors de ça où l'impérialisme est déjà là et on nous fait déjà passer des idées plus ou moins de force et sous le moto. Et si l'humain
prend pas de la distance pour réfléchir un petit peu à ce qu'il voit, ce qu'il lit, ce qu'il entend, bah, c'est compliqué. Je pense pas que ça changera grand-chose à ce niveau-là. Vraiment, moi, ma crainte par rapport à tous ces trucs-là, ça peut paraître un peu fou, mais c'est qu'en fait, à un moment donné, les machines soient tellement puissantes qu'elles développent leur pensée propre, en fait. Hein. Et qu'est-ce que ça va donner après, quoi. Et puis, ils auront peut-être plus besoin de nous. Et un autre point que je trouve très dangereux aussi, c'est le deepfake, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je trouve ça extrêmement dangereux, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Quelqu'un veut réagir avant que je réagisse? Par rapport, on va prendre deepfake déjà dans un premier temps. Pour moi, la solution, c'est aussi la blockchain. À partir du moment où on certifie que effectivement, il y a le proof of humanity, donc c'est vraiment la bonne personne qui a fait ça et pas une machine, ça sera une solution. Ouais. Ça peut être, comme disait Samira, il peut y avoir des gens mal intentionnés et ça peut servir à grande échelle, en fait. Moi, c'est de ça que je parle. Dans quelle mesure on ne sait pas que tel parti ou tel pays va faire passer un politique pour réel alors que c'est une machine? On ne sait pas. On ne sait pas. On n'est pas dans un monde tout rose. On sait qu'il y a des magouilles à droite, à gauche. C'est assez flippant. Je pense qu'il y en aura, malheureusement. Ça, c'est un truc. La technologie existe, les gens l'utiliseront. Je pense, pour avoir parlé de ça pas mal avec des amis qui sont dans le milieu, l'un des meilleurs moyens, c'est de mettre des lois super dures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, limite, quand tu utilises ça, c'est vraiment le truc, ça a tes risques et périls. Si tu te fais attraper, ta vie, elle est finie. Et il faut que ce soit dissuasif. La réalité, c'est que l'être humain fonctionne aussi de cette manière. Et si on arrive à mettre ça, certainement que ça fera quelque chose de... On peut peut-être trouver une solution sur ça. Après, les deepfakes, sincèrement, oui, il y a des trucs sur ça. Et la première partie, tu avais dit, c'était quoi le début de ta... Sur l'impérialisme et après sur l'autonomie des machines. Ouais, c'est Matrix. Pour avoir vu Matrix, Terminator, iRobot, c'est les machines. C'est un peu la crainte qu'on a et c'est une crainte qui existe réellement. C'est pour ça qu'Elon Musk dit qu'on devrait s'arrêter. Sincèrement, je ne sais absolument pas quel va être le monde dans le futur. J'ose croire qu'on a quelque chose d'exceptionnel, l'être humain, et que on va arriver. Si tu veux que je te fasse peur, c'est qu'aujourd'hui la machine est tellement rapide que si elle va, il y a eu déjà avec c'est l'intelligence artificielle de Google. Si vous allez sur Internet et que vous regardez la conversation qu'il y a eu avec un des ingénieurs en chef de chez Google et l'intelligence artificielle de Google, c'est bluffant, ça fait peur. Parce que elle parle vraiment comme si elle ressentait des émotions, des sentiments, et ça peut aller loin. Il y a une grande peur sur ça, c'est extrêmement documenté, et c'est quelque chose qui est réel. Donc la crainte, il n'y a pas que goût, hein, c'est réel. Est-ce que ça sera comme dans Matrix? Parce que si on a vu tous les trucs, à la fin on voit qu'en fait c'est encore plus sombre que ce qu'on pensait. C'est pas juste Neo qui fait un esquive de balle, mais c'est un peu plus puissant. Ouais, si on ne demande pas à la machine justement de savoir comment on peut sauver l'écologie et si elle ne nous répond pas, il faut détruire les humains, moi ça me va. On croise les doigts. T'as une petite question? Tu peux, hein? Okay. Quelqu'un d'autre a... Ouais, moi je vais juste exprimer ma dualité dans ce débat où pareil, il y a des choses qui font peur, le monde de demain, est-ce qu'on va trop loin, le progrès, enfin c'est toujours ce truc-là. Alors, moi sur le côté, mes craintes, c'est de me dire qu'on va devenir des humains, et c'est un terme qu'ils utilisent en entreprise aussi pour travailler aussi un peu dans le milieu informatique, c'est devenir des humains augmentés. Là, je comprends pas. Je comprends pas parce que en même temps, on nous transmet des messages sur l'écologie, le fait que cette croissance, elle va trop vite, il faut trouver un équilibre, il faut arrêter cette société libérale, trop de productivité. Donc on a tous ces messages aussi d'un côté. Et à la fois, on a les nouvelles technologies qui, eux, nous poussent à être plus productifs, plus efficaces. Donc si le but, c'est juste de gagner plus d'argent, d'être plus productif et d'aller plus vite, pour moi, je trouve que c'est un non-sens. Par contre, si c'est pour gagner du temps, et on partage pour œuvrer dans le bien, faire
avoir plus de temps pour avoir des initiatives qui ont du sens et non pas qui se résument à juste de l'argent. Bon, là, je trouve ça positif, mais c'est toujours le débat de l'humain et de comment on utilise un outil, quoi. Il y en a qui vont l'utiliser de cette manière et il y en a d'autres qui vont l'utiliser de manière plus malveillante. Et là, c'est dur de se situer dans le débat, quoi, je trouve. Il y a aussi une réalité, c'est que tout ce qui est informatique pollue aussi énormément, Et oui. réellement. Donc on nous parle d'écologie, on nous parle que ça va être à notre service et tout ça, sauf que la réalité, c'est que avoir une connexion Wi-Fi, des machins, des trucs comme ça pollue énormément. Il est vrai qu'il paraît que Google est le continent le plus polluant de la planète. Ça va être compliqué. Je pense que pour rebondir à ce que tu disais, le chaos va être nécessaire et c'est ce que nous sommes en train de vivre justement pour arriver à créer cette nouvelle ère que nous espérons tous, où les robots, un jour, cette IA remplacera l'homme, certes, sur certains points, mais plus pour donner des loisirs à l'être humain. Et là aussi, ça va être compliqué parce que l'ouverture de conscience, c'est maintenant. Et plus vous allez être dans cette conscience de vous dire « Ok, j'ai mes valeurs, je suis en place, je suis bien ancrée et je vais accueillir et profiter de la découverte de cette nouvelle ère, cette nouvelle technologie », là, vous serez en phase avec ce qui arrive. Et pourquoi pas, évidemment, avoir de l'intelligence artificielle qui travaille pour vous et qui vous donne davantage de loisirs pour pouvoir créer. Totalement. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça aussi? Je suis totalement d'accord. Hein. J'ai pas forcément plus à réagir. Ouais, c'est plus sur l'être humain finalement que j'ai peur que la machine. C'est plus ça. Je suis complètement d'accord avec toi et nous le vivons déjà depuis quelques années, voire quelques éons, dirons-nous. Il y a deux rives qui s'offrent à nous. Le côté matérialiste et justement la liberté d'être soi. Choisissez bien votre rive parce que c'est maintenant. Fais confiance à l'être humain. Je me fais déjà confiance à moi et voilà. En vrai, j'aime beaucoup cette phrase-là. À part si quelqu'un a d'autres questions, moi je serais pour qu'on puisse terminer sur ce point-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir partagé ça. Et à une prochaine. Et à la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao!